Dans la série des portraits donc, que je tire sur les Français qui sont installés au Vietnam, je vais vous faire rencontrer quelqu'un qui a une moto. Bah, il a une Royal Enfield. Vous allez la découvrir. Et cette Royal Enfield, elle a 90 000 km. Alors, je m'appelle Jeannot, je suis vietnamien depuis bientôt 20 ans. Je suis effectivement le propriétaire d'une Royal Enfield Desert Storm que je bichonne depuis presque 6 ans et avec laquelle je me fais beaucoup de plaisir. Tu es arrivé en quelle année donc au Vietnam? Je suis arrivé en 2006. 2006? Oui. Ouais, t'es arrivé donc après moi finalement. Je suis venu pour 3 mois et je suis jamais reparti. On a un peu une histoire similaire. Moi, je suis venu en 2000, je suis jamais totalement reparti. Avant de venir au Vietnam, tu faisais quoi donc Parce que bon, on a discuté quand même hors caméra et tu m'as raconté que tu es quand même quelqu'un avec un vécu assez intéressant. J'ai eu plusieurs vies. Oui. Donc j'ai commencé sorti de ma période scolaire. À 19 ans, j'ai intégré la marine nationale française. J'ai passé 15 ans dans les sous-marins. J'étais spécialiste des sonars. Donc je m'étais laissé pousser les oreilles à l'époque pour écouter tout ce qui nous entourait. Est-ce que tu as entendu le chant des baleines? Bien sûr. Ah bah quand même. Le chant des baleines, le bruit des crevettes, le bruit des embouchures de rivières, le bruit des vagues. On apprend à tout reconnaître pour pouvoir discerner au milieu de tous ces bruits les bruits des bateaux. Et parmi les bruits des bateaux, on apprend à reconnaître les bâtiments de guerre, les bâtiments de pêche, les bâtiments de commerce. Voilà, c'est un métier. Après, il y a une spécialité supérieure qu'on appelle les oreilles d'or, qui eux sont vraiment hyper qualifiés. Je peux te donner un exemple. Un mélomane va te dire ça c'est la 5e symphonie de Beethoven. Une oreille d'or va te dire ça c'est la 5e symphonie de Beethoven, jouée par l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Yehudi Menuhin avec tel premier violon, tel deuxième violon. Aïe, ils arrivent à faire une analyse complète du son en fin de compte. C'est la différence de niveau entre ce que moi j'étais capable de faire et ce que eux sont capables de faire. Tu restes pendant 15 ans à l'armée 15 ans, ça suffit? et après tu viens directement au Vietnam. Non. Ah bon? J'ai quitté l'armée en 1988. Parce que c'est ce qui est intéressant. Une fois que tu as quitté l'armée, tu as fait quand même des choses très intéressantes. Vas-y, raconte. J'ai fait quelques trucs. D'abord, j'ai travaillé dans une voilerie parce que j'avais envie d'apprendre à... J'ai toujours fait de la voile depuis... j'ai commencé la voile, je devais avoir 5 ans. J'ai travaillé dans une voilerie pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai été moniteur de voile pendant 2 ans. Et puis, un jour, ça faisait longtemps que j'étais pas monté en Bretagne parce que j'avais passé pas mal de temps en Bretagne avec les sous-marins. Je dis, je vais aller voir mes copains en Bretagne. 1 mois plus tard, je me suis retrouvé gérant de discothèque. Donc voilà, changement de paradigme complet. J'en ai eu marre au bout de 4 ans, donc j'ai arrêté. Mais pendant que j'étais à la discothèque, j'ai passé mon brevet de capitaine marine marchande à l'école de marine marchande de Lorient. Et donc quand j'ai arrêté la discothèque, je suis reparti naviguer. J'ai fait du ravitaillement de plateformes pétrolières dans le Golfe Arabique pendant quelques années. Et puis mon armateur me demandait de commander des bateaux de plus en plus gros et mes prérogatives ne m'autorisaient pas à commander ces bateaux. Donc je me mettais légalement en danger parce que si j'avais un problème, moi je partais en prison, pas lui. Parce qu'en tant que capitaine, c'est toi qui es responsable, c'est pas l'armateur qui l'est. Donc je lui annonce que je veux retourner sur des bateaux plus petits. Il me dit, oui, mais il faut que tu passes ton cours de mécanicien, parce que moi, sur les plus petits bateaux, je veux des capitaines polyvalents pour machine. Je dis, qu'à cela ne tienne. Donc je rentre en France, je fais mon cours de mécanicien. À la sortie du cours de mécanicien,
C'est la fin du mois de juin, il fait 50 degrés à l'ombre dans le golfe arabique. J'ai pas envie d'aller me mettre dans le golfe arabique à cette période-là, donc j'attends un petit peu. Et je reçois un coup de fil d'un copain qui me dit « Jeannot, je cherche un volontaire pour partir au Svalbard, c'est-à-dire dans l'hémisphère nord, en région polaire, sur le bateau de Jean-Louis Etienne, Antarctica. Est-ce que tu connais quelqu'un ?» J'ai dit « Oui, je connais quelqu'un. » On part dans 3 jours, tu crois qu'il sera prêt? J'ai dit, il est prêt, c'est moi. Bah ouais. Et donc j'ai commencé à naviguer sur les bateaux d'expédition à ce moment-là, donc avec Jean-Louis Etienne. Puis le bateau a été vendu à Sir Peter Blake. Je suis resté avec le bateau, donc j'ai navigué avec Sir Peter Blake, avec les Blake Expéditions, jusqu'à l'assassinat de Peter Blake par les pirates en Amazonie en 2001. Je suis resté sur le bateau jusqu'à ce qu'il soit revendu et qu'il devienne maintenant Tara. J'ai recommencé à travailler avec Jean-Louis Etienne pour des expéditions, notamment une expédition, la dernière que j'ai faite à Clipperton en 2004. Et à la suite de cette expédition, j'étais disponible, je suis venu faire un tour au Vietnam et j'ai rencontré celle qui allait devenir la mère de mes enfants. Et voilà, depuis, j'ai arrêté les expéditions et j'ai construit une maison. Tu es devenu sédentaire en fin de compte. Voilà. 2018, Royal Enfield s'installe à Saigon, au Vietnam. Et 2019. T'apprends qu'ils y sont. Voilà. Du coup, 2019. J'achète une Desert Storm parce que c'était celle qui me plaisait le plus. Et donc voilà, notre histoire d'amour continue depuis 2019, 90 000 km. 90 000, ouais. Oui, c'est mon véhicule principal. On a 6 motos à la maison entre ma femme, moi-même et nos filles. J'ai une voiture dont je ne me sers jamais. Encore, toi, tu as une voiture. Moi, je refuse d'avoir une voiture ici pour des raisons de... Je vais faire des morts vu la circulation. Bon, j'ai été un petit peu obligé d'avoir une voiture à cause de avec mes les filles. enfants, ouais. Voilà. Et avec cette Royal Enfield, donc 90 000 km, bon, c'est pas uniquement en faisant le trajet chez toi à les écoles, c'est que tu as roulé. Non, on roule. On roule. J'ai une paire de copains qui habitent Mouinet aussi. Un qui est aussi propriétaire d'une Royal Enfield Stealth Black, qu'il a acheté la même que la tienne, qu'il a acheté 2 ou 3 mois après que j'ai acheté ma Desert Storm. Et Philippe, notre copain, qui lui a une 250 Suzuki un peu tout-terrain, mais qui est très adapté aussi à ce genre de balade. Et on fait des promenades de 4 ou 5 000 km sur 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Ce qui t'a donné l'occasion de visiter le nord du Vietnam, tu m'as dit. Le nord du Vietnam, le delta du Mékong, toute la cordillère anamitique en long, en large et en travers. Du coup, tu as apporté pas mal de modifications sur ta machine. Oui, j'en ai fait une machine de route Bien adaptée. bien adaptée, ouais. Voilà, j'ai un peu transformé les suspensions, j'ai mis une double selle pour que mon épouse soit assise confortablement. J'ai des caisses. Ouais, qui a la fameuse caisse à outils que tu m'as montré. Et ma caisse à outils. Voilà. Plus le CC bar à l'arrière pour mettre les toiles de tente, etc. Voilà, exactement. Pour que ma femme puisse s'adosser et que je puisse fixer un gros sac à dos de 60 litres avec tout ce qu'il faut dedans. Alors au niveau mécanique, c'est 90 000 km aujourd'hui. Quel a été un peu le bilan justement sur ta moto? Le moteur est d'origine. Le moteur est d'origine, j'ai changé un embrayage à peu près 60 000. J'avais fait beaucoup de routes de montagne et j'ai fait une petite erreur à un moment, j'avais mis un pignon d'attaque de 19 dents. Ouais. Qui fait que j'étais obligé de tirer fort sur l'embrayage dans les routes de montagne. Et là, j'ai remis le pignon d'origine à 18. Au niveau des pannes, tu as eu des pannes pendant ces 90 000 km? J'ai eu
problème d'injecteur à peu près à 70-80 000 km Encrassé. encrassé. Ça, c'est l'essence. Oui, oui, c'est les essences qu'on achète dans les... Quand on se balade, on n'est pas toujours, on tombe pas toujours sur des stations-service. Là, on va dire à quelques kilomètres près, j'approche les 70 000. Et on a déjà fait le nettoyage de l'injection, etc. Donc démontage, etc. Et grosso modo, la concession à l'époque m'avait dit, j'ai dû le faire à 40 et quelques mille kilomètres. Et la concession m'avait dit, ouais, il vaut mieux le faire régulièrement, au moins une fois par an. Ah, ouais. Bon, parce qu'à cause de l'essence ici, de la poussière, etc. À chaque fois que je fais une vidange, tous les 3000 km, je mets un additif de nettoyage de système d'injection et ça se passe très bien. Et maintenant, est-ce que tu as 90 000, est-ce que tu as de la consommation d'huile? Parce que je pense que tu n'en avais pas avant. Zéro. Voilà. Zéro consommation d'huile. Ma consommation d'essence est toujours la même. 3 litres. Ouais. J'étais en dessous de 3 litres quand j'avais mon 19 ans. Oui, normal, le moteur tourne plus doucement. Mais bon, j'ai bouffé un embrayage, donc ça... Donc ça a compensé. Vaut mieux consommer un peu plus et garder l'embrayage, quoi. Voilà, je suis toujours à 3 litres maintenant et tout va bien. C'est une machine qui est vraiment hyper économique, qui a de l'autonomie et c'est vraiment une machine qui est adaptée à ce type de pays parce que bon, tu es d'accord avec moi, des fois on roule sur la route, tout va bien et tout d'un coup la route, il n'y en a plus. Des fois il n'y a plus de route, donc il faut passer quand même. Et dans le nord, là, quand on était dans le nord, on y était juste avant la période des cyclones, mais il y avait déjà des fortes pluies. Et il y avait des moments où il y avait des glissements de terrain, où on faisait 1, 2, 3 kilomètres sur de la boue vivante. Tu passes pas avec n'importe quelle machine, hein. Avec une Royal Enfield, tu passes. Il y a un couple qui est énorme, et ce qui fait que finalement ça te pousse, t'es tranquille. Quand je discute avec d'autres motards, c'est un peu ce qu'ils ont du mal à comprendre. Ils disent, ouais, mais t'as une moto, ça roule même pas à 100 km/h. Ouais, mais il y a du couple. Ouais, mais alors le couple, oui, ben il y a du couple. Ben oui, il y a du couple, puis rouler à plus de 100 km/h au Vietnam, tu te mets en danger. Dès que tu dépasses la vitesse du flot de la circulation, tu te mets en danger, parce que les gens ne savent pas rouler. Non, c'est vrai que c'est hyper dangereux. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à cette époque-là où je montrais comment on roulait en Europe, enfin en France, avec un copain qui était breton justement, et lui faisait des images en Bretagne, et moi je faisais des images au Vietnam. Il y a quand même une sacrée différence, y compris au feu rouge, où tout le monde démarre avant, s'arrête après. Bon, ça c'est... On s'habitue en fin de compte au folklore et à la conduite ici. Mais c'est vrai que rouler vite ici, c'est tu réserves ta chambre d'hôpital. Et puis sur les routes, sur les petites routes de montagne, rouler vite, c'est mécaniquement impossible. Parce qu'il y a des nids de poules, tu peux, si tu as envie vraiment de te mettre en danger, tu peux aller vite. Mais pourquoi faire? En plus, voyager, c'est profiter des paysages, hein, donc c'est une machine qui est faite pour ça. Pour être tranquille, pour profiter de ton voyage. Et là, du coup, maintenant, tu prévois de faire d'autres balades, d'autres rides Oui, on a toujours un projet ou deux sur le feu. Moi, j'ai dans ma bucket list, là, j'ai un tour en passant par le Cambodge, remonter au Laos et rentrer au Vietnam par les environs de Dien Bien Phu et puis redescendre par la cordillère anamétique. Ça, c'est un truc qui me démange depuis quelques années, mais il y a un gros problème, c'est qu'avec une moto immatriculée au Vietnam, passer la frontière Cambodge-Laos, c'est très difficile. Ouais, c'est quasi impossible. Il faut s'acheter les douaniers, c'est cher. Et donc j'attends que les conditions soient plus favorables pour réaliser ce projet-là. Sinon, on fait des promenades de 1000, 2000, 3000 km un peu partout au Vietnam. Il y a de quoi faire. Bah écoute, je te remercie. Je vais prendre la petite GoPro. Je voudrais que tu te lèves pour voir ton t-shirt quand même. Hein, voilà.
Ça veut tout dire. Ça va tout dire. Méfie. Ok, je te remercie. Et puis on aura l'occasion, j'espère, de se retrouver, aussi bien mouillé que peut-être sur la route, puisque, comme je t'ai dit, nous on va reprendre la route enfin, refaire des balades, montrer des endroits intéressants. Tout à fait, tout à fait. Merci à toi. Avec plaisir.